On peut l'applaudir. Alors viens au milieu s'il te plaît. Ouais, c'est assez exceptionnel quand même de voir une armure de ce type-là, et surtout portée parce qu'on les voit en général. Donc tourne-toi un peu. Excuse-moi là. Tout le monde te voit alors. Je vais essayer de vous décrire un peu ça. Bon, vous voyez que si je fais un comparatif avec les armures médiévales occidentales, bon, on retrouve classiquement des protections de bras, de jambes, surtout la cuirasse. Un casque qui est particulièrement ornementé. Il faut savoir que, comme le disait Alain tout à l'heure, comme on est très à cheval sur le respect, la hiérarchie, les traditions, on peut voir beaucoup de choses sur l'armure pour en apprendre sur celui qui la porte. Hein. Son rang, sa dynastie, sa caste, tout ce qu'on peut. Alors, ça c'est plus une armure de cérémonie. Alors, les petits pompons là, c'est pas purement décoratif. Ça sert aussi à tromper les mouvements d'ennemis lorsque ça bouge. Hein. Donc ça c'est une armure, on le voit peut-être pas parce qu'il y a beaucoup de tressage, mais il y a pas mal de métal. Donc en particulier sur les ailettes, ici, sur la cuirasse, c'est la partie la plus lourde. Une armure comme ça fait au maximum entre jusqu'à 25 kg, généralement entre 15 et 25 kg. Donc je ne sais pas combien fait une armure médiévale occidentale classique. C'est à peu près dans les mêmes eaux, ouais. 25 jusqu'à... Alors les armures de joute vraiment finales atteignent les 40, 45 kg maximum. 60 j'entends. Ouais, enfin les armures de joute lourdes. Tandis que, là ce que je disais, 25 kg c'est le maximum. Parce que le but quand même c'est d'être mobile. Hein. Donc c'est à la fois d'être mobile, de tromper l'essence par les petits pompons qu'on voit là, et aussi faire peur. Là on voit un magnifique masque avec la petite moustache traditionnelle. Il y en a vraiment avec des grimaces tordues, des nez crochus, etc. Pour faire peur sur les champs de bataille. J'ai une question, pourquoi la moustache fait peur? En fait c'est pas tant la moustache qui fait peur, c'est le fait de ne pas voir le visage. Encore celui-ci n'est pas trop grimaçant. Il y a beaucoup d'armures où vraiment on a la grosse grimace, le nez crochu, etc. Donc avec les cordes ici, bon, qui sont pour montrer aussi le rang du partenaire, les gardes hautes sont difficiles à faire. Donc c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure dans les katas de kendo des armées sur l'épaule ici, ou sur l'arrière. En sachant que la garde la plus puissante qui est armée au-dessus de la tête n'est pas toujours évidente à faire. Donc ce que j'aime bien là sur ces armures, là, les ailettes, hein, je ne dis pas les mots japonais, encore celles-ci ont une taille raisonnable. Il y a certaines armures, ça peut aller jusqu'à 2 fois cette taille-là, donc c'est carrément des boucliers latéraux. Ça existait en réalité. Hein. Ah, ça existait. Ça existait aussi à l'époque médiévale en Occident. Il y avait des ailettes qui avaient pour fonction de dévier les coups sur le côté de la tête. Donc on retrouve des correspondances vraiment intéressantes. Donc ici le gorgerin pour arrêter les coups de testoc. Alors est-ce que j'ai un kendoka en armure là, s'il peut venir? Je crois qu'il arrive, on va briser un petit peu le protocole. Ouais. Pendant qu'ils font la photo. Voilà, il arrive. Puisque les photographes ont terminé, on va laisser rentrer notre ami kendoka. Donc simplement pour montrer le parallèle, parce que le kendo c'est quand même l'évolution des arts martiaux que pratiquaient les samouraïs. Donc en fait ce qu'on a gardé, le casque qui est devenu la grille, en fait ça c'était quand même directement inspiré de l'escrime occidentale moderne, je dirais. C'est d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale où le kendo fut interdit au Japon et ensuite réinstitutionnalisé, qu'ils ont un petit peu adapté le look de l'armure pour que ça ressemble un peu plus à un sport, de manière à ce qu'ils aient le droit de pratiquer à nouveau au Japon. Excuse-moi, est-ce qu'avant ces casques-là, est-ce qu'il y avait d'autres casques ou est-ce que le combat se faisait à tête nue? Se faisait parfois à tête nue, il y avait un peu de tout, je dirais. Ça dépendait des écoles. Chaque école avait ses armures, ses casques, ses protections. Après, c'est devenu quelque chose de standard. Ici, la protection du seul coup des stocks qu'on autorise en kendo à la gorge, la languette ici, qui est l'équivalent du gorgerin. Le dos, la cuirasse ici, bon, bah, c'est visible. Et le taré qui protège le haut des cuisses et certaines parties sensibles, dirons-nous, qui descend directement du tablier d'armes.
qui vient de là. Et bien sûr, la coupe aux avant-bras, qui est une de nos cibles en kendo, qui était un peu plus petite mais plus solide ici sur l'armure. Ce qu'on a enlevé, ce qu'on n'a pas gardé, c'est les protections de jambes, parce qu'on considère que couper aux jambes c'était trop dangereux. C'est un sacrifice trop grand en combat au sabre pour aller chercher les jambes, donc on a laissé tomber ça. Mais à l'époque, bien sûr, il y avait des katanas, mais il y avait aussi des hallebardes, des lances, tout type d'armes, donc il valait mieux de bien protéger. Allez, je vais arrêter de parler et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors évidemment, on ne va pas laisser se battre ce magnifique samouraï, parce que je crois que l'armure n'est pas vraiment complètement adaptée au combat, tout au moins celle-ci. Donc on va enchaîner un combat de kendo. Alors là, je vais te laisser la place parce que je suis un peu incompétent, tu vois. Alors pas de problème. Alors on va faire un petit combat de kendo pour vous montrer ce que ça donne, les combats entre Kenshi veut dire pratiquement le kendo. Donc le salut rituel à 9 mètres, très teinté de respect à tous les arts martiaux japonais. Et vous allez voir, la vitesse va un petit peu changer. Donc la cible privilégiée en kendo, c'est le front. Hein, c'est l'endroit le plus sensible, le plus mortel, dirons-nous. La deuxième cible privilégiée, ce sont les avant-bras. Partant du principe que dès qu'on arrivait à couper un avant-bras, de toute façon, on peut plus se battre. Là, on vient de voir une coupe donc il y a deux côtés, côté froid, côté rate. Les deux sont dévastateurs. Et le dernier coup, c'est une coupe d'estoc, une coupe pointe en direction de la gorge. Généralement, on ne la pratique pas avant d'avoir fait entre 5 et 10 ans de kendo, parce qu'elle peut être dangereuse si elle était mal réalisée. Donc il y a toujours dans le combat de kendo, il y a un aspect psychologique qu'on ne voit pas forcément ici. Recherche de la prise de centre et réussir à amener l'autre à faire une erreur, à faire un mouvement qu'on va trouver la vie. Donc Shai ici, qui est plus ancien, essaie de fixer son partenaire pour l'obliger à attaquer et de manière à réaliser des contre-attaques. D'ailleurs, l'autre commence à se méfier. Allez, Thibaut, n'aie pas peur. Regarde. Un aspect fondamental en kendo, c'est l'aspect kiai. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de crier, ça peut paraître un peu désorientant. En compétition, par exemple, une coupe est considérée valide qu'à partir du moment où le sabre coupe sur la bonne partie de l'armure, et en plus, il faut qu'il le crie. Un cri, quel qu'il soit, mais un bon cri, pour montrer qu'il y avait vraiment, dans l'idée de l'attaque, un engagement total. Je rappelle que dans les arts martiaux japonais, la recherche, c'est la notion de ippon, le coup ultime, le coup qui coupe, le coup qui tombe. Yamé! On va simplement montrer une attaque, enfin pas une attaque gagnante, ippon choku. Une seule attaque gagnante et on arrête. Je ne sais pas si vous avez vu. Monsieur Thibaut s'est fait couper l'avant-bras droit sur un tout petit désaxement subtil de Shai. Merci à vous deux, 5 euros. Par exemple, sur Jodan, prend la garde haute, Thibaut, donc, non, Thibaut, voilà, Shai montre Tsuki, Morote Tsuki, puis Katate Tsuki. Donc ça, si c'est mal fait, ça peut se faire à deux mains ou à une main comme il vient de le faire, c'est la coupe de Tsuki, la coupe d'estoc. Donc la particularité, c'est que c'est pas simplement une push, c'est que c'est toutes les hanches qui doivent participer. Tous les coups de kendo, les hanches participent. En réalité, c'est le corps qui coupe, c'est pas seulement le sabre. C'est pour ça que